Welcome to Louvre Abu Dhabi through the lens of L'École Middle East, an exploration of The fascinating world of gemstones and their significance in art and history. Today we are honored to have experts from both the Louvre Abu Dhabi and L'École Middle East who will share their insights on the exceptional pieces in our collection that feature these precious stones, highlighting their beauty and cultural importance. at l'École Middle East we are dedicated to deepening the understanding of the art of jewelry. And we are excited at Louvre Abu Dhabi to collaborate with L'École Middle East in this unique exploration of the craftsmanship behind these iconic works. Our experts will reveal the history, cultural symbolism and artistry. Enjoy! Et bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être ici sous le dôme du Louvre Abu Dhabi. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui où nous allons parler de la belle symphonie entre la gémologie et l'art sous la perspective de la collection du Louvre Abu Dhabi. Nous sommes très heureux d'être ici. Merci Sophie et merci Manuel de nous avoir présentés. Nous allons maintenant présenter nos intervenants aujourd'hui. Nous avons avec nous Jérôme Farigoul, conservateur en chef du Louvre Abu Dhabi. J'ai ma collègue Chandra Horn, qui est gémologue conférencière à l'école Middle East, l'école des arts de la bijouterie, de la joaillerie. Et Dr David Ucieto Cabrera, moi-même, historien de l'art et professeur à l'école Middle East. Alors, il n'y a pas mieux que de commencer en parlant de cette fontaine, de cette belle fontaine. Nous allons commencer à parler avec des pierres. Cette fontaine probablement damascène qui a été faite entre 1700 et 1800 et qui est ornée de différentes pierres, différentes couleurs. Il y a aussi le jeu autour des formes inspirées de l'art islamique et qui crée le dialogue entre l'art décoratif ancien et l'architecture magnifique du Louvre à Abu Dhabi où nous sommes aujourd'hui. C'est très intéressant de présenter notre sujet d'aujourd'hui, non seulement autour de bijoux. L'instinct humain se manifeste beaucoup entre l'architecture, la bijouterie, la joaillerie et aussi les ornements et principalement les pierres. Le marbre n'est pas une pierre précieuse, mais c'est une pierre qui a beaucoup de propriétés partagées avec les pierres précieuses. C'est une pierre rare et durable et c'est grâce à ces caractéristiques que nous avons aujourd'hui ces artefacts très beaux. Alors, nous avons choisi une citation d'Emily Dickinson qui vient du poème Le bruit des arbres et qui dit l'éclat tranquille d'un joyau qui est une muse silencieuse, la lumière qu'il renferme pour que tous puissent l'utiliser. Nous portons les étoiles sur notre peau, des joyaux de l'intérieur, de l'extérieur et de l'intérieur. Nous sommes entourés d'art et de bijoux. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment l'humain a compris tout cela à travers les bijoux. Lors de notre conférence aujourd'hui, nous allons essayer de revoir 3 chapitres différents. Nous allons commencer à parler de l'universalité des pierres précieuses. Comment est-ce que ce concept d'universalité nous est parvenu à travers l'art et les bijoux? Ensuite, nous allons nous concentrer sur le pouvoir et l'apparat. Comment est-ce que les pierres précieuses ont toujours été associées au pouvoir et à l'autorité. Et finalement, nous allons nous concentrer sur le sacré et le profane. Comment est-ce que cette combinaison fonctionne très bien sur les bijoux et comment est-ce que chacun de ces aspects est indépendant. Maintenant, nous allons commencer avec l'universalité des pierres précieuses. En tant qu'historien de l'art et gémologue, nous allons avoir certainement différents concepts, différentes associations d'universalité, mais il y a quelque chose que nous avons toujours compris comme universel. Oui, et si nous voyons l'exemple de la fontaine et dans la prochaine diapositive,
La fontaine est un objet fonctionnel qui est orné souvent. La fontaine est utilisée pour rafraîchir les maisons, donc beaucoup de fonctionnalités, mais qui est transformée en quelque chose de beau. Et si nous voyons ces images-là sur l'écran, nous pouvons voir que c'est très différent ici. Nous avons accordé à ces pierres une dimension spirituelle. Et nous allons y revenir plus tard. Je sais que j'ai dit que les pierres précieuses sont rares, mais nous avons ici le quartz qui est le minéral le plus répandu. Mais quand nous avons les bonnes conditions, la bonne pression, la bonne température, les bons éléments autour, le quartz peut produire ces très belles pierres telles que l'améthyste ou la pierre cornélienne qui embellissent leur aspect et les pierres cornaliennes ici sont c'est l'une des pierres les plus anciennes qui a été utilisée depuis la Mésopotamie. Et il y a un exemple que j'ai étudié qui est euh, le our, qui a été utilisé dans l'Irak du Sud, qui est utilisé avec beaucoup de lapis et d'autres bijoux et qui est associé depuis la nuit des temps au pouvoir et à des rituels spirituels. Et nous allons en parler un peu plus tard de cette pierre. Le lapis lazuli, je voudrais en parler ici parce que je veux que les participants puissent imaginer les marches de nos ancêtres qui marchaient autour de ces pierres. Et vous pouvez voir ce bleu vibrant, ce bleu frappant. Ce n'est pas la pierre qu'on croise tous les jours. C'est la pierre que dès que vous croisez, vous pensez qu'elle est spéciale et que dès que vous la retrouvez, vous voulez la prendre avec vous. Et oui, depuis l'Égypte, l'époque de l'Égypte ancienne, le lapis lazuli est une pierre divine. C'est une pierre qui est souvent associée aux dieux. Et si je peux ajouter quelque chose d'un point de vue artistique, le bleu du lapis, c'est une couleur très précieuse, très rare et qui est souvent associée à la virginité des personnages. Et oui, si nous allons d'autant plus en profondeur dans le sens de l'universalité, ici nous avons par exemple une tapisserie qui est ornée de perles. Et ici, nous avons décidé de parler de cette tapisserie royale qui fait partie de la série de l'histoire de l'empereur de Chine. C'est très intéressant ici parce que vous pouvez voir que cela nous raconte l'histoire des chinoiseries. Les chinoiseries, qui est un mouvement artistique européen inspiré par les motifs chinois de l'Asie de l'Est. À l'époque, les gens étaient obsédés par les artefacts chinois. Et c'est une période qui est liée à la dynastie des Han et l'objectif était de réimaginer comment est-ce que la Chine et la cour impériale chinoise pouvaient être. Donc il y a eu beaucoup d'ornements qui nous sont parvenus et nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de ces pièces d'art. Nous pouvons par exemple parler de ces images grotesques, comme vous pouvez le voir, qui sont associées à l'image de l'empereur, des membres de la cour, qui ramenaient les perles depuis l'empereur jusqu'aux membres de la cour et d'autres détails, comme vous pouvez le voir ici. Donc cette tapisserie a été faite dans la manufacture de Beauvais, qui était la manufacture la plus importante à l'époque pour les Gobelins. La première était la manufacture des Gobelins et la deuxième, la manufacture de Beauvais, était plus destinée au marché privé et qui était principalement fascinée par les éléments de chinoiserie et qui reprenait l'image de l'empereur chinois. Et à l'époque,
Les gens savaient très bien à quoi ressemblait un empereur, chinois parce qu'à l'époque, il y avait les jésuites qui voyageaient en Chine et l ceci nourrissait l'imaginaire, du public. Et ici, l'image, de la tapisserie reprend des figures, et des éléments de costume pour pouvoir, laisser le grand public imaginer à quoi ressemblait l'empire, chinois et la Chine était l'une des principales sources d'inspiration des œuvres d'art à l'époque. Et nous savons tous qu'il y avait beaucoup de fantaisie autour, des pays orientaux tels que l'Inde, la Chine et d'autres pays. Et c'est intéressant de voir aussi toute cette perception de la Chine parce qu'il y avait cette obsession et cet amour pour l'Orient et à la fois, de leur côté, ils imaginaient à quoi ressemblait l'Occident. De ce que nous avons vu dans l'écran auparavant, nous avons vu des perles naturelles. Je voudrais juste, si on peut revenir sur la diapositive précédente, imaginez nos ancêtres qui revoyaient ces œuvres et qui découvraient ces objets très beaux avec cet éclat qui émanait des perles. Les perles, bien entendu, étaient naturelles et grâce à la structure des perles, nous avons pu avoir cet éclat éthéréal qui ornait ces tapisseries. Et ainsi, ces perles pouvaient permettre à la lumière de pénétrer ces couches épaisses de tissu, non seulement à la surface, mais aussi de l'intérieur du tissu. Et je pense que c'est ce qui attirait le plus l'attention à l'importance et à la beauté des perles. Et particulièrement ici, dans ces détails que nous voyons, parce que nous voyons que l'empereur de Chine, qui s'appelait Changsu, qui est associé à la culture des perles, où nous voyons que les perles donnaient un statut, un rang social aux personnes qui les portaient. Et ceci était le cas jusqu'à la fin du 19e siècle avec la dynastie des Qing. Maintenant, si nous continuons à parler de la tapisserie, nous voyons un autre détail qui est extrêmement intéressant et qui est ce poignard de cérémonie que vous pouvez voir ici. Cette dague de cérémonie était un gâteau diplomatique, cadeau diplomatique de l'Est à l'Ouest, de l'Occident, de l'Orient à l'Occident. Et généralement, ces, euh, ces cadeaux étaient une forme de reconnaissance qui était offerte par l'empereur pour manifester son appréciation. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons un ornement un peu plus classique, principalement fait de jade, qui est un matériau de base de la dague et qui est orné d'émeraudes et de rubis. Les émeraudes étaient extrêmement populaires à l'époque et étaient associées principalement à l'Inde. À l'époque, on les cultivait d'Afghanistan et d'autres régions avoisinantes. Et nous les voyons souvent, ces dagues ornées de messages religieux ou d'autres figures florales. Et nous voyons que ces dagues, que ces ornements étaient principalement originaires de la vallée d'Inde. Et plus précisément, comme vous l'avez dit, rien de tout cela n'aurait été possible sans le commerce, sans la connexion entre les peuples qui venaient d'ailleurs à travers le commerce. Et c'est pour cela que nous avons décidé de vous citer ici Ibn Battuta qui dit: Des mines du Mali aux côtes de la Chine, je vois les bijoux qui font la fierté du monde. Mer de saphir, piste de rubis, histoire racontée par les voiles des marchands.
nous voyons que euh, le commerce a été l'une des pierres angulaires du développement des bijoux et des échanges dans le monde. Donc le bijou est quelque chose de valeur. Et en parlant de valeur, nous avons ce crochet à vêtements très beau ici qui est utilisé pour crocheter les vêtements. Il n'avait pas uniquement cette utilité fonctionnelle, mais aussi une utilité d'ornement. Il était associé il était porté pour, bien sûr, accrocher les vêtements, mais aussi pour dignifier le porteur de cet objet. Cet objet est un exemple pour manifester le statut social et l'importance de cette personne. Ici, par exemple, il est orné des deux matériaux les plus précieux, c'est-à-dire l'or et le jade, et il illustre l'intégration de l'utilité et du luxe dans l'art de la Chine ancienne. Comme vous pouvez le voir, ceci manifeste l'esprit de la personne qui le porte avec ses très beaux détails et cette très belle harmonie d'équilibre. Et c'est très intéressant de voir que c'est un incroyable bijou et le symbolisme qu'il porte. Ici, par exemple, nous avons la jade qui est associée à la vertu et à la pureté, à l'immortalité. Souvent, le jade ici est divisé en deux catégories. Le néphrite, qui porte des couleurs beaucoup plus subtiles, moins transparentes, et ces couleurs sont associées à ces tons-là. Et ensuite, le deuxième type, c'est la jadéite qui a des couleurs beaucoup plus vibrantes. Et souvent, nous associons la Chine moderne à ces types de bijoux ornés de jade, alors que l'importation commerciale de la jadéite depuis la Chine n'a eu lieu qu'à partir de 1780. Et donc, nous avons des bijoux qui sont caractérisés de la jade de la Chine ancienne, en fait, sont de la jade nafréite. Et c'est un matériau parfait pour la sculpture, pour les ornements de détail, parce qu'il est très robuste. À la fois, la jade nafréite et la jadéite sont robustes et résistent beaucoup aux fissures et aux cassures. Et donc, c'est non seulement un matériau très fort, mais aussi très beau. C'est intéressant de voir que la période, en tant qu'historien, la période entre l'ère 400 et 300 en Chine, il est intéressant de voir comment est-ce que les techniques se sont développées beaucoup plus et en quittant leur zone de confort, ont décidé de se développer plus de manière plus sophistiquée. Maintenant, nous allons passer au grenat. C'est très intéressant de voir que cette broche en forme d'aigle qui vient des ateliers de Damagnano est l'un des trésors les plus précieux qui nous parviennent de l'époque du 5e siècle. Et ce trésor a été trouvé à la fin du 19e siècle et a voyagé entre les mains de différents collectionneurs privés. Et aujourd'hui, il a été exposé dans plusieurs musées tels que le Louvre et le Metropolitan Museum de New York. Nous voyons que le grenat est un matériau très intéressant parce que il a été travaillé de manière personnalisée pour orner cette broche. Et l'artisanat qui a été appliqué dans la coupe de cette pierre est très complexe de par la composition chimique de la pierre, bien entendu. C'est une pierre qui a une structure plutôt commune.
Mais nous voyons aussi que dans certaines pièces, la pierre a dû évoluer de par sa structure et de par son travail. Donc c'est très complexe quand il s'agit de grenats. Ici, dans cet exemple, nous allons généralement imaginer qu'il y a eu des grenats de type isométrique. Dans un exemple, dans un laboratoire en France, ils ont testé ces grenats pour observer leur composition chimique. Et c'est intéressant de voir la beauté de cette pièce. Euh, Quel est l'objectif de faire ce type d'analyse et de comprendre la structure chimique alors qu'on peut très bien observer et profiter de la beauté qui émane de ce bijou? Quand nous appliquons les tests modernes dans les bijoux que nous trouvons qui nous parviennent du passé, c'est une façon pour nous de comprendre comment est-ce qu'ils ont été valorisés dans ces cultures, d'où est-ce qu'ils proviennent, comprendre la distance en matière d'échange de produits par les routes commerciales de l'époque, qui nous permettent aussi de comprendre les différentes techniques de travail de ces pierres, les différentes techniques qui étaient séparées de manière géographique les unes des autres et qui sont reliées dans le même objet. Donc, plus nous appliquons ces tests, ce sont des tests non destructifs. Il faut le savoir, en tant que musée, il faut savoir que nous n'allons pas détruire les bijoux pour en comprendre la structure, mais ces techniques nous permettent de mélanger l'histoire et la technicité de ces bijoux-là. C'est important d'ajouter le savoir derrière ce bijou qui est un bijou, par exemple, très mélangé culturellement. Il provient des techniques byzantines et c'est un bijou qui a voyagé et ils se sont eux-mêmes développés pour mieux complexifier leur technique de travail. Et c'est une belle représentation de l'art médiéval oriental. Et maintenant, après avoir parlé du grenat, nous allons parler de l'or. L'or, en tant qu'historien de l'art, bien entendu, je m'immerge dans la beauté du métal. L'or était associé à la couleur jaune. La couleur jaune était la couleur de Ra, l'ancienne dieu de l'Égypte ancienne. Et bien entendu, dans ce cas, nous avons voulu vous montrer ce bracelet avec des têtes de lion qui nous provient du 19e siècle. Et ici, il est intéressant de voir les images, l'iconographie du lion. Le lion, dans le nord-est de l'Iran, a souvent été associé au pouvoir, à l'autorité et à la protection aussi. C'était très commun de voir les images de lions autour des palais pour justement protéger le lieu et éviter tout esprit négatif ou énergie négative pour qu'elle entre au sein du palais. Donc, c'était une sorte de protection contre toutes sortes d'énergies négatives. Il est intéressant aussi de voir la figure du lion qui est associée au pouvoir empirique de l'Orient. Et cette image se retrouve aussi dans la culture grecque qui est beaucoup plus stylisée. Par exemple, en- dans l'art corinthien, nous retrouvons les mêmes figures de lion qui portent aussi le même symbole de pouvoir, d'autorité et de protection. Nous le voyons aussi en Mycénie, ici aussi. Donc c'est une figure assez commune et répandue. Et pour revenir aux matériaux aussi, et ici c'est mon travail, l'or a
été travaillé depuis sa découverte. Et la beauté de l'or, bien entendu, c'est non seulement sa couleur, mais aussi, d'un point de vue artisanal, c'est sa propriété, telle que la malléabilité, notre habilité à l'aplatir, à l'enrouler sans le briser. La tactilité qui nous permet aussi de l'étendre sans le briser. Et son niveau de fonte qui est juste au-dessus de 1000 degrés, ce qui nous permet de le travailler et de le fondre beaucoup plus facilement. Et ceci nous permet de l'orner plus facilement et d'y ajouter beaucoup de techniques de travail et de le complexifier. C'est très intéressant de voir et d'analyser ce métal précieux. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre présentation, le pouvoir et l'apparat. Bien entendu, nous avons parlé du pouvoir, qui est la première association liée à ces bijoux. Et nous avons voulu utiliser cette armure japonaise. Cette armure, encore une fois, n'est pas un objet euh, qui était uniquement utilisé lors des guerres, mais c'est un objet de beauté. Ici, vous avez la personnification de la beauté et de quelque chose qui va au-delà de notre compréhension simple en tant qu'être humain. Ici, il est important de voir la collection d'un point de vue religieux et de loyauté. Ici, par exemple, nous voyons ces ornements euh, qui ont utilisé la technique Repulsa. Ici, par exemple, sur le casque, nous voyons, nous sommes seulement censés voir l'extérieur du casque et non pas l'intérieur du casque. Cela veut dire qu'il a laissé sa vie en tant que sacrifice pour le pouvoir. C'est intéressant de voir que cette armure du XVIIIe siècle, qui est devenue l'un des plus grands symboles de pouvoir au Japon. Cet exemple, bien entendu, nous est parvenu, mais à l'époque, le pays était marqué par la guerre civile. L'une des batailles la plus connue vient de l'époque d'Ogotawa. Donc, bien entendu, l'armure, dans ce cas-là, n'est pas uniquement un symbole, mais aussi une manifestation de la présence de l'Empire et de son pouvoir sur le pays. Il est important aussi de voir que cette armure a été faite par Katsu Sada. Les armures japonaises étaient à l'époque massivement produites pour justement être utilisées. Et aujourd'hui, on la voit d'un point de vue bijou, mais elle représente tout de même une œuvre d'art en soi, parce que vous le voyez, nous avons le travail non seulement de pierre, de bois, mais aussi de tissu. L'artisanat, bien sûr, en fait un bijou. Et une autre pièce, l'une de mes préférées, je dois le dire. Donc oui, ici nous avons un portrait intéressant. Les miniatures indiennes étaient un art interculturel entre l'art et la tradition islamique, ou les convertis en islam, et à la fois reprenaient les techniques de peinture. Ici, la question d'avoir un portrait réaliste émanait de la tradition à l'époque. Et nous savons que le Maharaja, qui était le souverain important de l'Inde, représentait cette interculturalité entre
personnes de l'époque et aussi les techniques occidentales de peinture. Et vous le savez très bien, en Inde, il y avait beaucoup d'influences européennes, telles que l'influence française, néerlandaise, et représenter ce portail d'échange en matière de techniques artistiques entre les deux mondes. Et nous savons, par exemple, l'artiste Rembrandt s'est inspiré des techniques miniatures et il a copié certaines des miniatures indiennes. Et c'est intéressant de voir les petits détails de la main. Par exemple, ici, nous voyons l'aspect fenêtre. On dirait que nous voyons une fenêtre depuis l'extérieur. Et un autre élément important, c'est l'ornement du turban, par exemple. Plus il y avait d'ornements de pierres précieuses, plus l'impression d'autorité et de pouvoir était émanée. C'était une façon d'illustrer le pouvoir, la vertu et l'autorité du personnage, non seulement en tant qu'être humain, mais en tant que quelque chose de beaucoup plus transcendant et de leur rôle ici sur la vie. Et le rubis euh, manifestait aussi l'autorité divine. Probablement, les rubis étaient entaillés et ornés. Et ici, on comprend qu'il n'y a jamais assez d'ornements pour manifester le pouvoir de quelqu'un. Bien entendu, les bijoux n'étaient pas seulement associés aux êtres humains, mais aussi aux animaux. Une autre façon de manifester son pouvoir, son autorité, était de d'orner ces animaux de bijoux, tels que les chevaux. Au-delà du lion, nous avons le cheval aussi, qui était une figure animalière très importante. Quand vous le voyez de cette façon, vous voyez la décadence derrière cette manifestation de bijoux, comme vous pouvez le voir, l'ornement extravagant en or, en perles, qui montre le pouvoir et l'autorité du personnage. Ici, je dirais que je suis personnellement amoureuse de ce bijou pour plusieurs raisons. Nous voyons les pierres rouges qui ornent le poignard, en plus des pierres vertes. C'est intéressant de voir cette œuvre et de l'analyser. Le nombre de bijoux qui étaient catégorisés de rubis étaient en fait des spinels. Et c'est normal de par l'histoire. Nous retrouvons cette pierre dans les ornements de couronne, dans la couronne anglaise, par exemple. Et c'est intéressant de voir la beauté de ce rouge de spinel. Les spinels ont des caractéristiques similaires vis-à-vis du rubis en matière de robustesse et de technicité de travail. Il y a aussi une autre source de confusion, c'est-à-dire la nomenclature. Nous avons passé beaucoup de temps à ne pas être spécifiques dans la nomenclature de nos bijoux. Et de par les textes qui nous parviennent de l'histoire, nous avons vu que la première fois où nous avons eu une catégorisation beaucoup plus précise d'un point de vue minéral, nous avons vu que il y a eu de la part des inventaires, il y a eu une catégorisation beaucoup plus poussée vis-à-vis de des caractéristiques de la pierre rouge. Et il est évident de voir que des fois, décrit un rubis et d'autres fois, il décrit un spinel ou un grenat. Et même dans l'époque moderne, nous avons continué à faire les mêmes erreurs. Nous avons eu des escarboucles qui étaient souvent associés à de l'ambre.
Donc nous ne pouvons pas en vouloir à l'histoire pour la confusion de la spécificité des pierres et dans l'identification des différentes pierres, mais ici, ils étaient principalement choisis pour leur beauté et je pense que, Indeed. heu, Théophraste a fait un excellent travail. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici l'exemple de ce poignard, de cérémonie qui était, orné, de cristal en plus et à l'époque, ce n'était pas commun, en plus, des perles naturelles et ceci provient de l'ère, de Goa où, à l'époque, les Portugais l'avait comme capitale. La ville de Goa était la capitale de l'État portugais, en Inde et on peut dire que Goa était la place Vendôme originelle parce que depuis, cette ville, tout le commerce de pierres précieuses et de perles partait et beaucoup d'orfèvres et de commerçants savaient qu'ils pouvaient trouver les meilleures pierres dans cette ville et c'est à partir de là que tout le commerce, émanait et connectait tout le reste du monde, We're all d'Europe, connected à globally, l'Asie en passant par l'Afrique. and we've always been, I would say. Et Now let's maintenant, move nous on to allons look passer au at chapitre autour secular. du Such sacré a et du profane. interesting. I Il y was a eu, trying to look for the beaucoup right word to d'intérêt actually à revoir, study nos this travaux combination pour of the essayer de concrete world comprendre la and the combinaison secular entre le monde world, sacré et le especially monde through the profane objects. par le biais Of des course, objets. let's Bien begin entendu, with nous allons the commencer avec, reliquary ce in reliquaire the qui est form en of a forme de stupa. stupa It was qui found a in été, Swat Valley, retrouvé so dans la modern-day vallée de Swat, Pakistan. And what's dans fascinating l'actuel about this Pakistan et ce object qui est right fascinant here, sur cet first of all, objet, is c'est its non shape. seulement sa It's a forme, reliquary, c'est un so it's intended to reliquaire actually have the qui est, ashes qui était or destiné à the abriter, remains les, of monks cendres, and mmh, other important, des restes des moines I would say, et d'autres person or thing personnes, on the wall importantes, into dans le Buddhism. And cadre du second of all, bouddhisme. it's the Et shape. l'autre It's actually in the caractéristique, shape c'est of a son stupa, sa forme which is connected qui est en to forme de stupa, architecture. qui est It's connected to connectée à Buddhism. Yeah, if l'architecture you et au call the bouddhisme. stupa we Heu, know, ce que l'on sait everyone du are stupa, c'est monumental, que actually, in the le architecture. stupa And est un usually, élément d'architecture they are completely closed. You can't, et if you qui want est, to access entièrement into the hermétique, interior entièrement of the fermé. On stupa. peut And this jamais one, as a accéder à la reliquary, and stupa in fact, et ici, one of the biggest known nous today is voyons to have que inside l'aspect le all plus this intéressant, jewelry, c'est all put in little boxes. de It's voir, almost que ce frightening bijou like it when est, you make a fait close en comparison. miniature et qui It's almost comprend what we have in Egyptian tomb, in toutes fact, les with caractéristiques little pieces architecturales et qui dealing with some reviennent, qui aspect nous of the dead. parviennent, He has du style aussi, usually égyptien. it's a saint. And Et ce what qui is est interesting, intéressant that's aussi de this voir, c'est que Christ, I cette mean, stupa not really from the center of ne India, vient pas but from vraiment the du centre de l'Inde, mais plutôt northwestern part of the country. de la In fact, région was the most nord-est, connected qui est part la partie la région la with plus Western world. connectée avec le To monde have really occidental. to have such Et an object avoir, in such a part cet objet of the dans cette country is a partie, good du thing to pays the Western est, world, principalement dû à expressing l'influence such occidentale et a qui very exprime à la fois sedentary part of Indian Buddhism is quite relevant also. le The way bouddhisme of viewing indien qui, we have our place, montre in this que place nous is avons totally notre humble place in the western et part. notre présence And I et notre really like the légitimité connection dans you cette made right there région-là. with the tombs, Et c'est because intéressant de indeed faire cette this is intended connexion to last avec, forever. It's intended to be just like a les tomes. picture, C'est but un it's gonna objet last qui est forever. destiné And à it's intended survivre for et à its être, authenticity to be immortel there et nous voyons until que the end of ces time, so to objets-là say. sont destinés à Yes, être, it's completely a tomb. parmi nous It's jusqu'à not la a tomb, fin, but well, it's a tomb. des temps. Et nous avons aussi d'autres bijoux, comme vous pouvez le voir ici, des objets ornés avec les perles et d'autres pierres, précieuses. Comme vous pouvez le voir, les, pierres symbolisent l'importance de cette, personne et And of l'immortalité course, speaking derrière, of la gems, présence de we cette have this personne. Et en amazing parlant des, jewelry, a kind of gemmes, nous avons one of the most cet colourful objet object that we could magnifique have today in our talk with this Weddersdale vase, avec ce vase really qui one of the highlights of qui est what is l'élément Exposition Universelle phare style. It was de created l'exposition in universelle. Ça a Great été, Britain ce vase a été créé au for Royaume-Uni, British pour Lord. un Lord lord Beverley was very anglais famous
qui était très connu pour sa collection d'argent. Et il est parvenu, il a été fait par Antoine Wecht. Ce vase est une caractéristique du style victorien. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose, c'est un style qui flotte vers l'art nouveau. Et ce vase est orné par les pierres de la collection privée du Lord. Le Lord était très connu pour sa collection de pierres précieuses. Et tout le monde pensait à l'époque que ce récipient était ancien, alors qu'en fait, pas du tout. À la fin de sa vie, Stanislas Podjatowski a vécu à Rome et est mort à Rome, et il a demandé à ce que ces gemmes soient gravées dans sa pierre tombale de la même sorte, et ça représente ces 500 pierres précieuses. Ces pierres sont tout de même très belles. Nous avons par exemple les ornements d'améthyste, de cornaline et aussi de grenade que nous avons vus auparavant. Et particulièrement ici, ce que j'ajouterais, c'est l'art des glyptiques. Ici, nous avons un très bel exemple des caméos qui sont très beaux et qui peuvent avoir ces reliefs positifs et à la fois, nous pouvons avoir les reliefs négatifs qui soulignent les différentes couches et couleurs et qui mettent en exergue la couleur des pierres précieuses. Donc, c'est une technique qui nous parvient non seulement depuis des milliers d'années, depuis la Mésopotamie, et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant à propos de ce récipient, c'est que nous avons voulu le présenter avec une lumière de l'intérieur pour justement mettre en lumière les techniques et montrer les ornements et les détails de ces derniers. Bien entendu, cette boîte octagonale qui est liée à la dynastie Tang. La dynastie Tang, d'un point de vue historique, est une période extrêmement intéressante à étudier parce que son développement de créativité artistique. La dynastie des Tang a été non seulement associée de par ses changements et ses tumultes différentes périodes en matière de style et d'art, mais aussi le développement de la qualité esthétique et des matériaux luxueux, du savoir-faire artisanal exceptionnel. Ici, nous avons un exemple précieux de l'artisanat qui a été développé à l'époque, qui a été développé et maîtrisé tel à ce que vous voyez l'ornement en perles, en écailles de tortue et en nacre. Comme vous pouvez le voir ici, le détail spectaculaire qui est légèrement différent de ce qui a été fait en matière de travail des perles. Et comme vous voyez les différentes couches internes de la boîte, nous avons une lumière qui émane en ce sens, non seulement de par sa structure, mais de par la nature des pierres qui ont été utilisées. Et ici, nous allons probablement penser au type de nacre et de perles qui sont utilisées. Et quand la lumière traverse ces pierres, elle est réfractée et cette lumière provoque un reflet d'arc-en-ciel sur les surfaces. Et l'écaille de tortue, qui est la base du matériau utilisé,
nous voyons les belles couleurs qui en ressortent. L'écaille de tortue demandait un certain niveau de spécialité et de technicité pour qu'il soit travaillé. Elle a une propriété très intéressante qui est la dermoplastique. Donc, si elle est travaillée de manière très douce, on peut la malayer sans la briser. Donc, plusieurs couches d'écailles de tortue ont été utilisées pour couvrir la structure en bois de cette boîte pour en ressortir la lumière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette boîte a été gardée au Japon dans l'un des plus vieux temples à Nara. Et c'est intéressant de voir comment les Chinois ont volé en quelque sorte l'artisanat japonais. Et en passant de la dynastie Tang, nous allons voyager jusqu'en Europe pour parler de la famille des Médicis. La famille des Médicis, bien entendu, était non seulement associée au pouvoir, c'était l'une des familles les plus influentes à l'époque en Italie et en Europe. Et aujourd'hui, en tant qu'amoureux de beauté et amoureux de pierres précieuses, nous avons décidé de vous présenter cette pièce. Une pièce, ceci n'est pas une table normale, mais c'est plutôt un chef-d'œuvre. Pourquoi avoir une table normale quand on peut avoir un chef-d'œuvre de cet aspect? C'est l'une des pièces les plus intéressantes et les plus importantes. Francesco de Medici était un collectionneur de pierres précieuses, mais à la fois, il avait un œil scientifique et chimiste. Il s'intéressait beaucoup à l'alchimie qui se concentrait sur la symbolique des formes et de la nature des pierres précieuses. Comme vous pouvez le voir, depuis le XVIIIe siècle, nous avons eu beaucoup de tables qui ont été fabriquées d'un point de vue scientifique, comme vous pouvez le voir ici. Et aujourd'hui, nous avons l'une des plus grandes collections des tables ornées de pierres précieuses. Ici, le travail est fait de sorte à ce que la nature des pierres précieuses est alignée avec leur forme et leur ornement. Cette table a été conçue par l'un des plus grands ancêtres de l'art, Giorgio Vasari, qui a été faite sous la commande de Francesco de Medici. Ici, vous pouvez voir qu'il y a d'énormes pièces de lapis lazuli, en plus de pierres rouges. Et c'est intéressant de voir l'artisanat qui respecte la forme et la couleur des pierres précieuses pour les mettre en lumière. Et bien entendu, un autre voyage de la famille des Médicis jusqu'à cette fontaine qui nous parvient de Syrie, avec laquelle nous avons commencé notre conférence aujourd'hui. Ici, nous avons une vue d'en haut pour justement pouvoir apprécier l'ornement et la structure de la décoration qui est inspirée de l'art islamique. Et l'art islamique est aussi inspiré beaucoup d'artistes modernes dans leur peinture. Et maintenant, nous allons finir notre conversation avec ce que nous avons commencé, c'est-à-dire la fontaine et une autre citation poétique. Nous allons donc conclure notre conférence avec une citation de Baudelaire du poème Le Voyage. Étonnant voyageur, que d'histoires splendides nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous le coffre de vos riches souvenirs, ces merveilleux bijoux faits d'éther et d'étoiles. Bien entendu, vous voyez ce lien entre bijoux, art, pouvoir et humanité. Merci d'avoir partagé vos trésors avec nous et merci de les avoir partagés avec tout l'auditoire. Maintenant, nous avons eu notre discussion en direct.
mais à la fois, nous voulons aussi vous informer que la même discussion aura lieu ce soir à 19 h heure parisienne, qui sera offerte bien entendu en traduction simultanée en français, arabe, chinois et japonais. Et maintenant, nous allons passer à la section de questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir présenté cette conférence passionnante et merci aussi à l'école de nous avoir soutenus. Vous imaginez que nous avons beaucoup de questions de la part de nos participants. La première question, quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour la création des tapisseries? Alors, dans la manufacture de Beauvais, par exemple, c'est principalement de la laine et de la soie. Et ils étaient spécialisés dans ces tissus-là. L'atelier de Gobelin, en revanche, était beaucoup plus luxueux parce qu'ils utilisaient en plus de la soie, des fils d'or et d'argent. Merci beaucoup. Et pour une question pour vous, David. Vous avez parlé des perles à Shanghai du XVIIIe siècle. Quels étaient les autres matériaux qui étaient utilisés pour la création de bijoux? C'est une très bonne question parce que tout d'abord, au-delà des perles, au-delà de la jade, je dirais que nous étions dans une ère où les rubis, le diamant étaient principalement associés au pouvoir. Et ce qui était frappant quant à l'utilisation de certaines pierres, c'était la couleur, telles que les rubis, comme nous l'avons vu, qui étaient souvent confondus pour des rubis alors que c'était des spinels. Je dirais qu'au-delà des perles, il y avait les rubis, les diamants, les émeraudes, toutes ces pierres qui étaient associées à l'autorité. Une autre question qui est dédiée au grenat, à la broche en grenat. Cette broche était portée par les hommes ou les femmes? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son utilisation? De ce que j'ai compris, elle était principalement portée par les femmes et souvent elles étaient portées en double, une de chaque côté. Souvent, au lieu d'être utilisées en tant que broche simple, elles étaient utilisées en tant qu'ornement autour de leurs vêtements et elles étaient souvent portées sur les deux épaules. En ce qui concerne le crochet, nous voyons que le crochet était non seulement utilisé par les vêtements. Est-ce que c'est le cas aussi, comme la broche en grenat pour les femmes et les hommes? Les crochets étaient utilisés et portés principalement par les hommes lors de manifestations pour démontrer leur pouvoir et leur rang social. Et je pense que ces crochets étaient utilisés autour de la taille. C'est difficile d'en être sûr, mais de par les informations que nous avons, nous savons que c'est porté autour de la taille. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur l'armure? Est-ce que vous avez d'autres informations sur l'armure, sur le poids de l'armure? C'est un point intéressant. Nous allons l'essayer peut-être pour vous en dire plus sur le point. Elle a l'air très lourde, mais en fait, l'armure est très légère. Elle devait être portée lors de batailles, donc elle devait être légère, à part pour les armures de tournoi. Les armures de bataille devaient être très légères. On ne le réalise pas forcément quand nous voyons les armures de par leur ornement, mais c'est un objet très bien fait techniquement. Et c'est une vraie preuve de la qualité du savoir-faire artisanal. Elles ne devaient pas seulement être appréciées pour leur beauté, mais aussi elles devaient être fonctionnelles et facilement portées pour protéger les soldats en bataille. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de questions. Une autre question pour vous, Monsieur Fagiol, en tant que conservateur, quelle est votre pièce préférée de la collection du Louvre à Abu Dhabi?
Eh ben, je vous invite à venir visiter le Louvre pour voir quelle pièce sera votre préférée. Une autre question pour vous, David, en ce qui concerne le poignard. Est-ce que le travail d'orfèvrerie sur le poignard, c'est quel type de travail? Eh ben, il y a plusieurs poignards. Le poignard avec la jade qui utilise la technique Kunden. C'est un mot indien qui se réfère à l'or pur. Et ce qui se faisait, c'est qu'à l'époque, on utilisait l'or pur avec des feuilles d'or très très fines qui sont utilisées et qui sont insérées entre la pierre précieuse et la structure de l'objet. Et donc, ils étaient utilisés pour justement garder la pierre précieuse en place. Et c'est le cas du poignet que nous avons vu orné de jade. Merci beaucoup pour cette intervention et pour vos réponses à nos questions. Merci beaucoup, Céline. Et je suis très heureux de vous accueillir à notre Louvre. Bien sûr, nous voulons une fois de plus mentionner que nous avons différents campus dans le monde, différentes entités qui nous représentent. Nous avons deux à Paris. La plus récente a ouvert à l'hôtel Merci Argento, une autre à Shanghai, à Hong Kong. Et très récemment, cette année, nous avons ouvert à Dubaï. Et bien entendu, nous sommes présents dans le monde. Nous aimons voyager dans le monde pour justement rendre la joaillerie et l'art de la joaillerie accessible à tous. Et donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à notre conférence aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis sous ce très beau dôme, dans cet espace très beau pour parler de l'art. Merci à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment et nous espérons vous revoir bientôt et nous espérons vous revoir ce soir pour la deuxième conférence. Merci, Jérôme. Thank you.